petite fusée New Shepard de Blue Origin, la compagnie de Jeff Bezos, le milliardaire. À travers tout cela, bien sûr, il y a la joie, le plaisir, les enjeux économiques aussi, vous l'avez compris, et c'est ce que nous essayons d'expliquer avec nos invités en plateau. Et Christine Chapelle, journaliste spécialiste de la science et de l'espace à TF1, nous sommes à 15 minutes du décollage pour les 4 personnes à bord de la capsule qui n'ont jamais fait cela, qui ne sont pas des spationautes. Là, la tension monte. Que se passe-t-il ? Le problème, c'est que pour eux, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils sont assis, sanglés sur leur siège. Ils attendent. Alors, en général, ce qu'on fait pour les occuper, c'est qu'on leur parle beaucoup. On leur fait faire quelques petites opérations de routine. Bon, là, comme ce ne sont pas des astronautes professionnels qui n'ont pas à interagir avec un tableau de bord, un cockpit classique, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ils attendent. Et je pense qu'effectivement, là, c'est un moment où le cœur doit palpiter un petit peu. On doit repasser plein de choses dans sa tête. J'en avais parlé une fois avec Thomas Pesquet qui me disait que pendant les 2 heures où ils attendent comme ça, il y a plein de choses qui reviennent dans la tête. Alors d'autant, Christine Chapelle, qu'ils doivent se poser des questions puisque le décompte s'est arrêté à 15 minutes pile. Et ce n'est pas la première fois. Normalement, le décollage était prévu à 16 heures précises. Jean-Luc Dauvergne, journaliste de la revue Ciel et Espace, vous êtes avec nous en liaison par FaceTime. Il y a quand même là beaucoup de retard. Est-ce que c'est inquiétant ? Non, pas du tout. Ils attendent simplement le moment optimum par rapport à la météo, par rapport au vent pour lancer la fusée. Il ne faut pas qu'il y ait de cisaillement de vent ou de choses comme ça qui puissent perturber le vol. C'est vraiment dans une logique de prise de risque totalement minimale que le décompte est interrompu pour l'instant. Là, c'est des choses qui sont assez normales et qui montrent simplement que la météo n'est pas forcément optimum aujourd'hui pour le lancement. Mais voilà, s'il faut, il sera reporté même. Mais là, il y a eu déjà un report, ils ont relancé le compte à rebours. Donc, c'est sans doute des petites variations de vent. Et ça va sans doute reprendre assez rapidement, je pense. Avec nous aussi en plateau, Christelle Astorg-Lépine. Alors, je rappelle, vous êtes spécialiste de l'aérospatiale, directrice du programme BLAST chez Starburst. Vous parliez tout à l'heure des examens médicaux faits, évidemment, pour ces 4 personnes. Il y a une préparation psychologique aussi ? J'imagine qu'ils doivent effectivement être soumis à quelques questionnaires. Alors certainement pas autant que justement la préparation de Thomas Pesquet, où là c'est 7 ans de préparation. Ouais. Donc au niveau psychologie, voilà, dans la mesure où ils vont être en cercle clos pendant 6 mois, il est clair qu'il faut qu'ils soient extrêmement stables. Tandis que là, ce sont 11 minutes pardonnez-moi, mais de manège très fort. Oui, c'est bon, c'est du manège high-top quand même. C'est un grand 8 perfectionné. C'est un oui, voilà. Par contre, oui, effectivement, ce serait triste qu'il y ait une personne qui fasse une crise de démence ou de claustrophobie. Ça casserait un petit peu le mythe. Donc il y a forcément effectivement des entretiens psychologiques, voire peut-être qu'ils prennent des calmants. Et même au-delà de ça, il y a à bord, généralement dans l'équipement de base, une paire de menottes. Pour le cas où justement il y ait une des personnes qui fasse une crise de panique en plein vol. Bon, alors effectivement, dans le cas de Blue Origin, il ne reste que quelques minutes là-haut, donc c'est pas trop grave. Mais dans le cas de l'équipage de SpaceX, où ils étaient restés 3 jours dans l'espace, il y avait une paire de menottes à bord pour pouvoir immobiliser quelqu'un qui ferait une crise de panique. Ils n'ont pas eu à s'en servir. Bon, et il y a celui qui doit mettre les menottes aussi, qui doit se poser des questions à ce moment-là. Pour revenir avec vous, Christelle Astorg-Lépine, sur les programmes en France. Alors, vous êtes dans un programme, justement. Est-ce qu'en France, il est possible que nous fassions ça ? Je rappelle qu'avec la Guyane, par exemple, à Kourou, il y a possibilité aussi que nous envoyions des Français dans un projet comme celui-là ? Je pense qu'en France, on a montré, et en Europe, qu'on était capable de faire la même chose que les États-Unis. Il faut rappeler quand même qu'au moment où on a voulu lancer le programme Ariane, à nouveau, les États-Unis étaient omniprésents. Et parce qu'il y a eu cette volonté de souveraineté, on a du coup développé cette fameuse Ariane 5, qui a été quand même du coup la meilleure pendant 25 ans, donc sur le marché des satellites. Donc quand on veut, on peut, en France et en Europe. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, bon,
cette histoire de tourisme spatial, moi je trouve, est positive parce que ça donne un dynamisme, ça donne de l'enthousiasme. Et donc oui, on voit apparaître effectivement des nouveaux entrepreneurs et qu'on accompagne à travers le programme BLAST et à travers d'autres. Ce sont des start-up ce sont des start-up, ce sont des entrepreneurs, ils trouvent des financements privés et on travaille en collaboration avec les grands groupes, les corporates, qui sont donc le CNES bien évidemment, et puis les grandes entreprises qui fabriquent donc la fusée d'aujourd'hui, en l'occurrence Ariane 5, Ariane 6 et le prochain. Donc oui, on a de nouvelles envies et c'est aussi ça qui est intéressant, au-delà de la cosmétique, on va dire, et du marketing de tout cela, c'est que ça donne finalement une nouvelle ambition à la France dans le projet spatial et c'est ce que nous a rappelé donc Emmanuel Macron hier. Ça donne envie. Depuis 6 minutes et 5 secondes, enfin 10 maintenant, c'est le principe, le compte à rebours est arrêté à 15 minutes. Donc, dans 15 minutes, mais combien de temps? Nos spécialistes nous ont dit qu'il y avait les aléas météorologiques. Nous sommes au Texas, rappelons-le. Ce sont surtout les vents en altitude qui sont très handicapants pour un lancer de fusée. Et c'est ça qui est très souvent mesuré. Ça peut bouger concrètement, parce que ça peut décaler la trajectoire. Et ce sont, mine de rien, des trajectoires qui sont calculées de façon extrêmement précise. Alors des vents à partir de combien de kilomètres/heure, par exemple? Ce n'est pas forcément des vents très forts, c'est juste une question d'altitude. Si y a une zone nuageuse, enfin une zone venteuse qui passe au moment où la fusée a déjà décollé et qu'elle atteint une certaine hauteur, ça peut la décaler de quelques mètres, mais quelques mètres au départ, ça fait 1 kilomètre à l'arrivée. Quand vous décalez une trajectoire, c'est comme quand vous jouez aux billes, si vous faites comme ça. Oui, là je vais mieux comprendre. Là, mais... voilà, si vous mettez vous décalez d'1 millimètre par là, ça va faire 1 mètre à l'arrivée. Bon, avec une fusée, c'est pareil. Or, vraiment, il ne faut pas qu'ils sortent de leur zone de vol. C'est d'ailleurs ce qu'on a reproché à Richard Branson pour son premier vol avec Virgin Galactic, c'est d'être légèrement sorti de sa trajectoire. Et il faut surtout qu'ils puissent rester dans la trajectoire pour atterrir à l'endroit où on les attend et pas... Même chose pour les nuages, hein, j'imagine. Les nuages, encore, c'est pas ce qui est le plus gênant, parce que la visibilité importe peu. L'important, on est sur un tir quelque part qui est un peu balistique. C'est comme quand on tire avec un canon. L'important, c'est de savoir dans quelle direction il faut tirer. Et les nuages ne jouent pas, mais par contre, les vents en altitude, oui, ça c'est très important. Bon, alors, toujours 15 minutes, et ça fait 7 minutes 50 que ça dure. Nous ne raterons rien, c'est promis, nous sommes en direct. Mais ça soulève tellement de questions. Nous parlions des projets en France. Nous pouvons, et vous l'avez évoqué aussi, revenir sur le programme France 2030 proposé par le président Emmanuel Macron hier, qui mettait parmi les priorités françaises la conquête spatiale. Catherine Gentil, on est d'accord que cette conquête spatiale, elle passe déjà dans le cadre de l'Europe, hein. À chaque fois, ce sont des programmes européens, même si la France pilote. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Bah, maintenant, évidemment, l'Europe peut être une force, même pas une force d'appoint, mais ça peut être une force pour toute l'industrie spatiale. Et puis, il y a eu aussi une période où les Français travaillaient beaucoup avec les Russes, puisque, par exemple, Claudie Aigneret, qui était la femme spationaute dont on a tellement parlé, qui d'ailleurs après est devenue ministre, etc., s'était entraînée très longtemps en Russie, au Tsoup, qui est le centre spatial à côté de Moscou. Elle avait d'ailleurs appris, en plus de toutes ses capacités mathématiques, physiques, etc., elle avait en plus appris le russe. Ça, c'est obligatoire pour tous les astronautes qui vont dans l'ISS. Ouais, ouais. Donc, vous avez intérêt à être vraiment une très, très grosse tête. Et effectivement, il y a eu durant des années cette coopération qui s'était très bien passée. Mais c'est vrai que l'Europe, maintenant, on attend d'elle, et je pense que les Français poussent le plus possible. Et effectivement, Emmanuel Macron en a parlé hier, pour que l'Europe se rassemble et mette vraiment de l'énergie pour la conquête spatiale, comme on disait avant. Spaciva, c'est bon, je peux y aller, hein, je peux monter, c'est du russe. Bon. Jean-Luc Dauvergne. Bravo, vous aussi donc. Jean-Luc Dauvergne, question 15 minutes là, c'est bloqué pour l'instant. Vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles c'était bloqué. Vous avez aussi un regard de journaliste spécialiste sur ce qui est en train de se passer. Vous avez le retour de l'antenne. Alors nous, évidemment, nous avons notre émission, mais c'est aussi d'une certaine manière une émission spéciale proposée par Jeff Bezos et tous ses services. On voit une production avec des images enregistrées. Là, c'est un show à l'américaine, hein. Oui, oui, il y a beaucoup d'images sur ces vols. Là, je fais juste une parenthèse. Là, vu qu'on parlait de la météo avant, je profite de ne pas être en plateau. Je suis allé voir les vitesses de vent et effectivement, il y a beaucoup de vent
à l'altitude des jet streams, qui sont les altitudes auxquelles volent les avions de ligne. C'est ce qui fait que des fois, sur des vols long courriers, on arrive 1 heure en avance ou 1 heure en retard. Là, aujourd'hui, il y a à peu près 120 à 140 km/h de vent à ces altitudes-là. Donc, c'est une bonne raison pour qu'ils fassent attention. Ça fait quand même très, très rapide. Bon, je vous emboîte le pas, Jean-Luc, avant de continuer sur la question que je vous ai posée, mais ça veut dire qu'on peut imaginer un retard de combien de temps, là ? Moi, sur les cartes que j'ai regardées, ces vents sont assez constants en général. Ce pas des vents qui varient vite dans le temps. Alors peut-être que c'est des vents à d'autres altitudes qui les perturbent. Là, dans le détail, je n'ai pas le niveau technique pour vous répondre. Mais s'ils ont lancé le lancement, enfin, c'est des choses qu'on sait prévoir quand même. Donc, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des possibilités, des fenêtres de lancement possibles. Je pense que ça va reprendre bientôt, mais là, encore une fois, on manque d'éléments pour être plus précis. Bon, on ne s'affole pas, mais en tout cas, et c'était l'objet de ma première question, ça permet à Blue Origin, à Jeff Bezos et toutes ses équipes de montrer un peu ce dont ils sont capables de faire. Oui, en fait, l'enjeu va bien au-delà de Blue Origin, parce que Blue Origin, c'est un business de tourisme spatial, mais c'est entre guillemets un relativement petit business. En toile de fond, on a derrière ça la course qu'il y a entre Elon Musk et Jeff Bezos, donc entre le patron de Tesla, SpaceX, et de l'autre côté, le patron d'Amazon. En fait, chacun d'eux a des ambitions spatiales énormes. Elon Musk est en train de déployer une constellation de satellites infernale avec des dizaines de milliers de satellites. Jeff Bezos a les mêmes ambitions et puis ils ont aussi envie de préempter des contrats de la NASA, des contrats de lancement. Et en fait, Jeff Bezos est actuellement en train de développer une fusée beaucoup plus grande que New Shepard. Là, on est sur une fusée, pour fixer les idées, à peu près qui est 15 à 16 fois plus petite qu'une fusée Ariane. Et pendant ce temps-là, en fait, il développe une fusée New Glenn, qui, elle, sera pour le coup plus puissante qu'une fusée Ariane. Donc ça, c'est des fusées destinées à, pourquoi pas, aller sur la Lune, enfin à servir des grands programmes des États-Unis. Donc là, en termes d'image, Jeff Bezos, pour l'instant, il est plutôt en retard par rapport à Elon Musk. Donc c'est pour ça qu'il communique beaucoup et qu'il travaille beaucoup son image pour montrer qu'il est un acteur sérieux sur ce domaine-là. Pour l'instant, enfin, si on compare, là, on a une petite fusée qui va faire passer 4 personnes 3 minutes en orbite. Pendant ce temps-là, Elon Musk, il y a quelques semaines, a envoyé également 4 personnes, mais pendant 3 jours, ces personnes se sont placées en orbite, alors que là, la fusée fait juste un petit vol parabolique. Donc, ce n'est pas une mise en orbite, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Oui, voilà, c'est un peu la Ligue 1 et la Ligue 2 pour ceux qui aiment le football. Vous n'hésitez pas à aller prendre des nouvelles de la météo, cher Jean-Luc d'Auvergne. Christine Chapelle, moi, il y a une image qui me marque, c'est qu'on aperçoit à travers les vitres les quatre passagers. C'est peut-être la première fois qu'on voit ça. On peut leur faire coucou. Tu vas bientôt partir dans les... C'est surréaliste. Ah, c'est surréaliste parce qu'effectivement, autrefois, les capsules étaient hermétiquement fermées et on ouvrait généralement les hublots qu'une fois que la fusée était arrivée au-dessus de l'atmosphère terrestre. Or là, dès le départ, on a des grands hublots où on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est une première. Mais vous parliez tout à l'heure de la course un peu que se livrent Jeff Bezos et Elon Musk. Jeff Bezos, c'est 1 milliard qu'il donne par an sur ses deniers personnels. De ses deniers personnels, pas des revenus d'Amazon, de sa fortune à lui. Et lui et Elon Musk, tous les deux, ils visent la Lune. C'est clair. Ouais. Mais la Lune, d'accord, on a avec la NASA pour des missions scientifiques, mais aussi, à long terme, la Lune pour y envoyer des touristes. Oui. Déjà, SpaceX a vendu, la fusée n'est pas encore construite, mais il a déjà vendu un voyage aller-retour vers la Lune à un milliardaire japonais, avec 6 personnes à bord. Et Jeff Bezos travaille actuellement donc, sur le New Glenn, justement, pour pouvoir lui aussi aller vers la Lune. Et tous les deux se battent pour avoir le contrat avec la NASA parce qu'il y a des enjeux énormes. Ça fait 14 minutes que le compte à rebours est arrêté, mais elle va décoller, c'est sûr. Nous attendons l'évolution des vents. C'est plutôt bon signe qu'on fasse des arrêts. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a de la prudence. Oui, et de la vérification. Je vais encore faire une comparaison avec le sport. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais quand vous dites Elon Musk et Jeff Bezos dans la Lune, c'est comme si on disait un passionné qui veut aller défier Teddy Riner sur un tatami de judo. Là, la Lune, c'est que les Thomas Pesquet et les grandes stars qui peuvent y aller.
pour l'instant. Non, je pense que l'ambition va largement plus loin. L'ambition, elle est vraiment extraplanétaire. C'est-à-dire que l'un comme l'autre veulent habiter sur ces autres planètes. En l'occurrence, Elon Musk, ce qui vit surtout, c'est Mars. Donc, c'est vraiment là qu'il veut aller. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que là aussi, ça tire beaucoup, finalement, de technologie, parce que l'idée, c'est de vivre, du coup, sur la Lune, de se nourrir sur la Lune, d'avoir de l'énergie. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être intéressantes quand même à analyser, à développer, parce que forcément, on aura aussi des impacts par rapport à notre planète. Parce que nous aussi, nous cherchons la parcimonie, nous aussi, finalement, nous cherchons un petit peu la frugalité. Et il n'y a rien de mieux que de vivre sur une planète, finalement, extrêmement hostile pour avoir des contraintes dans lesquelles on ne peut pas échapper. Donc, tout ça, encore une fois, effectivement, ce sont des fous milliardaires qui ont des rêves et qui ont les moyens de les avoir. Mais derrière, je pense que ça va aussi attirer beaucoup de projets intéressants pour la France, enfin pour la planète. Juste par rapport à la Lune, c'est aussi une ambition, mine de rien, française. Il y a un accélérateur Tech the Moon qui vient d'être créé pour, là aussi, avoir des startups qui travaillent pour la Lune. Et Jeff Bezos pense à tout. Il a même arrêté le compte à rebours pour nous permettre de passer une publicité sans manquer quoi que ce soit. Alors pub, et nous revenons. Elle va décoller.